à tous, bienvenue à notre webconférence Étudier à l'étranger et nous vous remercions d'y assister. Alors, d'abord je vais me présenter, donc je suis Imen. Je suis Pauline. Donc nous sommes actuellement en deuxième année INO à l'IUT d'Ilkirch, donc c'est près de Strasbourg pour celles qui ne connaissent pas. Et donc, dans le cadre de notre cours d'outils de communication numérique, nous avons organisé cette webconférence qui a pour but de vous informer un maximum et de poser toutes les éventuelles questions qui pourraient vous aider. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Guillaume Felt, actuellement chargé de mission à Tambacounda en Afrique. Il vous fera part de son expérience à travers le monde, vous donnera quelques précieux conseils et répondra à toutes vos questions. Nous avons ouvert un chat sur la droite de votre écran qui vous permettra de poser les questions si vous en avez. Nous reprendrons ces questions à la fin de la webconférence que nous poserons donc à Monsieur Guillaume Felt. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Elles seront toutes les bienvenues. Et maintenant, nous allons donc laisser la parole à Monsieur Guillaume Felt. Bonjour à tous, merci. J'aimerais d'abord vous remercier, Pauline et Imen, pour l'organisation de cette webconférence sur étudier à l'étranger. Donc, merci de m'avoir invité et merci pour l'organisation et le suivi que vous avez réalisé au cours de ces 2 derniers mois. Donc l'idée aujourd'hui, si je participe à cette webconférence, donc comme vous l'avez dit, c'est de communiquer sur ma formation universitaire, mon parcours à l'international, mais aussi d'apporter mon expérience de voyage. Donc, comme vous l'avez dit, de plus en plus, les étudiants sont amenés à partir à l'international et de nombreuses questions sont posées. Donc, où partir, quelle formation, comment se passe la vie à l'étranger. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est un peu expliquer mon parcours universitaire. Donc un peu donc une explication du contexte, des cursus, de l'organisation, des projets. Et puis après, on passera sur un peu les appréhensions d'avant-départ, parce que c'est finalement les étudiants ont besoin de plus d'être rassurés. Le côté positif de l'expérience, on la connaît assez, mais c'est plutôt en fait le passage, le fait de franchir ce cap de partir. Donc, on va parler un peu de toutes ces appréhensions d'avant-départ, et donc après un petit retour d'expérience. Donc pour remettre un peu dans le contexte, quand j'ai eu mon baccalauréat en 2007 maintenant, l'idée n'était pas forcément de partir sur un cursus long, des études longues. Au contraire, c'était plutôt sur du court terme. Partir à l'international encore moins. J'étais pas forcément ouvert à la découverte de nouvelles cultures, d'un nouveau pays, encore moins découvrir une nouvelle langue. Donc j'étais relativement fermé à tout ça et privilégier la proximité de la famille, des amis et de mon confort finalement. Et en deuxième année d'IUT, donc j'ai commencé avec un DUT génie civil à l'IUT d'Ilkirch à Strasbourg. Et durant cette période de 2 ans, on a eu un voyage d'études à Barcelone enfin, c'était le déclic sur l'international. J'ai compris à ce moment-là que finalement les relations avec l'international étaient extrêmement importantes parce qu'on pouvait découvrir des choses qu'on voyait pas forcément en France. Le fait d'avoir une langue commune, donc l'anglais, permettait d'échanger avec des gens qui avaient rien à voir avec la France, avec notre culture, avec notre vécu et ce qu'on apprenait. Et donc ça a fait vraiment le déclic. Résultat, en fin de DUT, comme dans pas mal de DUT, on a un projet d'études à réaliser d'1 mois. Et ce projet d'études, avec un groupe d'amis, on décide d'aller le faire au Danemark dans une université partenaire, donc à Via University College à Horsens. Donc pendant 1 mois, on a été confronté déjà aux enseignements en anglais, à la différence qu'il existe entre l'approche danoise et l'approche française du projet, notamment du coup de la construction et de l'architecture dans mon cas.
On a vu un peu l'intégration, comment se passait la vie à l'international, rencontrer des gens un peu de différents horizons, pouvoir échanger, partager. Donc tout ça m'a vraiment conforté dans mon choix de partir à l'étranger et d'orienter mon cursus donc sur de l'international. Donc après le DUT, c'est ce que je voulais faire, partir à l'étranger. Et l'IUT Robert Schuman proposait un double diplôme, donc licence professionnelle en construction et aménagement et bachelor en construction et architecture, donc dans la même université danoise dans laquelle j'avais déjà réalisé ce projet de fin d'études. Donc là, je partais un peu à l'aventure. J'étais le premier étudiant strasbourgeois à partir et j'étais seul en plus. Donc c'était vraiment partir un peu à l'aventure dans le cadre d'un échange Erasmus. Donc je partais pour 3 semestres d'études à l'international. Donc les démarches administratives étaient quelque peu compliquées. Ça a été les portes pour les ouvrir. Enfin, il faut vraiment avoir de la motivation pour partir à l'international. Il faut savoir pourquoi on y va. Faut se mettre tous ces objectifs en tête. Et puis une fois qu'on les a, il faut y aller. Et les portes, faut les ouvrir parce qu'on les ouvre pas forcément pour vous. En tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Par contre, une fois arrivé au Danemark, la prise en charge a été exceptionnelle. Là-dessus, j'ai pas du tout à me plaindre. Dès le départ, on m'a très bien accueilli, on m'a trouvé un hébergement, on m'a trouvé des groupes de personnes avec qui allaient en fait être mes tuteurs entre guillemets et m'accompagner au cours des premières semaines. Donc il y avait vraiment un partenariat entre les élèves qui étaient déjà là, qui avaient déjà fait une première expérience au Danemark et les nouveaux arrivants. Donc l'encadrement s'est très bien passé. Pour l'explication un peu des cours, ce qui était intéressant, c'est que ça n'avait rien à voir avec la France. Déjà la relation avec les professeurs, de fait que ce soit en anglais, on n'a pas de tutoiement ou de vouvoiement. Donc déjà ça rapproche de façon assez importante l'étudiant du professeur. La plupart des profs étaient des professionnels, avaient soit une entreprise, soit étaient ingénieurs. Donc, si vous voulez, les gens étaient ultra calés dans leur domaine et on avait dans nos cours vraiment l'aspect professionnel. Donc, on ne parlait pas forcément de professeur à élève, mais de professionnel à futur professionnel. Donc déjà là, l'approche est complètement différente. Ensuite, au niveau des semestres, l'organisation s'effectuait donc 3 semestres, 3 gros projets. Donc chaque semestre avait son projet et on avait des cours qui étaient directement liés à l'ensemble, à l'évolution du projet. Par exemple, au premier semestre, il fallait qu'on réalise un bâtiment d'habitation de 3 à 5 étages. Et si vous voulez, dans le processus de construction, on a d'abord l'architecture du bâtiment à faire. Ensuite, on a toute une partie calcul, partie ingénierie, et enfin une partie mise en place sur terrain. Et du coup, les cours dispensés étaient vraiment en fonction de l'avancement du projet. Les 2 premiers mois, on a eu des cours d'architecture qu'on mettait directement en relation avec notre projet. Après, on a eu des cours un peu plus ingénierie, résistance des matériaux, construction. Et à la fin, on est passé sur tout ce qui était de l'ordre de la mise en pratique sur terrain. Donc le matin, on avait des cours et l'après-midi, on l'appliquait directement à nos projets. Donc ça, c'était vraiment intéressant et c'est ce qui répondait à mes besoins parce que j'avais besoin de choses très concrètes, d'une mise en application, de pouvoir voir à quoi servaient les choses que j'apprenais. Donc après 2 semestres Erasmus au Danemark, l'université danoise proposait à ses étudiants en architecture de partir à l'international pour valider le dernier semestre. Donc pourquoi partir à l'international? Parce qu'en fait, ça faisait partie de l'ouverture d'esprit des architectes. Le but de ce semestre était de réaliser un projet personnel, donc un
projet de construction. Et dans l'idée, c'était de mettre en pratique l'ensemble des connaissances qu'on avait acquises jusqu'à présent, donc durant les 6 semestres précédents. Donc, on n'avait pas de cours, on travaillait sur notre projet pendant un semestre avec un référent et on avait des échanges réguliers avec cette personne. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri en Nouvelle-Zélande, à Auckland, où j'ai rejoint l'université d'Unitec. Du coup, je devenais étudiant français en Erasmus au Danemark et en échange en Nouvelle-Zélande. Donc, un peu compliqué niveau administratif. J'ai gardé le partenariat avec l'IUT Robert Schuman en validant un diplôme universitaire d'études technologiques à l'étranger. Donc, c'était intéressant de pouvoir rester attaché à la France pour finalement pouvoir valider l'ensemble de ces diplômes internationaux. Donc, la Nouvelle-Zélande se termine, retour en France, je décide de travailler un petit peu, parce qu'à un moment, il faut bien se lancer. Donc, je rejoins un bureau d'études en construction en Alsace, et au bout de 10 mois, je me rends compte que c'est pas ce que j'ai envie de faire. La vie étudiante me manquait d'une part, et d'autre part, ça faisait 3 ans que j'étudiais l'échelle du bâtiment, donc, que ce soit en construction ou en architecture. J'avais envie d'en connaître un peu plus sur l'échelle un peu plus grande, donc l'échelle de la ville, et notamment du projet urbain et tout ce qui était montage de projet. Donc c'est comme ça que je suis parti sur l'île de la Réunion, où j'ai rejoint le Master 1 en génie civil et urbanisme. Alors pourquoi la Réunion? C'est bien simple. Chaque année, ils ont une promotion de 20 étudiants qui sortent de ce master. Sauf que l'île n'est pas très grande, donc c'est pas un master qui est extrêmement spécialisé dans du projet urbain ou dans de l'environnement, que sais-je. C'est un master qui était très très large. Donc c'est ce qui m'intéressait parce que effectivement je savais pas forcément dans quelle voie me tourner. Donc ce master répondait un peu à mes attentes et j'ai effectivement découvert l'aspect donc architecture bioclimatique, l'aspect urbanisme et projet urbain, mais aussi de la gestion de déchets, de la gestion de l'eau. J'ai travaillé sur le paysage, sur du marketing territorial. Enfin voilà, tout un ensemble de matières, un champ de matières ultra large qui me permettait de voir vers quoi j'avais envie d'aller. Pour valider ce master 1, je suis parti au Canada parce que finalement sur l'île, j'ai pas trouvé de stage qui pouvait répondre à mes attentes professionnelles et universitaires. Donc plutôt que de revenir en France, j'avais envie de continuer à découvrir un peu le monde et l'Amérique du Nord m'intéressait particulièrement. D'autant qu'en urbanisme et en construction, c'est quand même des échelles qui sont complètement différentes par rapport à ce que je connaissais jusqu'à présent. Donc j'ai atterri à Montréal et effectivement c'était une expérience qui était très intéressante parce que pendant 4 mois j'ai pu mettre en pratique les connaissances acquises jusqu'à présent, donc dans le master et en partie en architecture, ce que j'avais vu en Nouvelle-Zélande. Et donc voilà, donc le master 1 se termine. Et plutôt que de retourner à la Réunion pour avoir validé ce master qui est donc très généraliste, comme je l'ai dit, je décide de revenir en France métropolitaine et à Strasbourg pour me spécialiser dans le projet urbain, parce que c'est ce qui m'intéressait. Finalement, après tout ça, c'est ce qui m'intéressait. Donc, j'ai rejoint l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg, où j'ai suivi le Master 2 en architecture, structure et projet urbain. Donc, ce Master, je l'ai validé en octobre dernier, au terme d'un stage aussi réalisé en France, en Alsace.
et d'une soutenance qui s'est passée sans emploi. Donc, me voilà jeune diplômé et à la recherche de travail. Je vais juste terminer avec l'expérience actuelle. Donc, je cherchais du travail en urbanisme, en développement, en construction. Vu que mon parcours est assez varié, j'ai pas mal de possibilités. Sauf que le marché du travail, à ce moment-là, il n'est pas forcément ultra ouvert. Donc, je décide de m'orienter un peu sur les volontariats à l'international, que ce soit du VIE, du VSI ou autre. Et je suis pris donc dans une ONG ICD Afrique à Tambacounda au Sénégal pour une mission de 12 mois en service civique à l'international. Donc c'est comme ça que j'ai atterri en Afrique. Ça fait maintenant, ça fait 7 mois que j'y suis. Je travaille notamment sur la mise en place d'un programme de gestion de déchets, sur du tourisme et du développement durable, mais aussi j'interviens sur un volet éducation et sensibilisation pour tous. Et pour finir, je travaille pas mal sur la communication de l'ONG. Donc voilà mon cursus universitaire et professionnel jusqu'à présent. Donc on peut peut-être parler des appréhensions d'avant-départ, parce que qu'est-ce qui freine un étudiant avant de partir? Donc ça, c'est des questions que tout le monde se pose. Moi, en ce qui me concerne, ouais, les soucis, c'était notamment la barrière de la langue, l'anglais. Mon anglais était catastrophique en sortant de lycée. J'arrive dans un cursus donc international où il faut parler anglais parce que danois, c'était encore plus compliqué. Donc les premières semaines ont été très très dures. J'étais là en classe et je me demandais parfois ce que je faisais là, comment j'allais m'en sortir et comment ce serait possible. Finalement, s'il n'y avait pas eu des PowerPoint et des illustrations, ça aurait été très très compliqué. Mais au final, en s'intéressant, en s'accrochant, et puis de toute façon, c'est simple. Une langue, quand on n'y voit pas l'intérêt, c'est peut-être difficile de l'apprendre, mais quand on est dedans et qu'on est obligé de la parler, ça vient. On baragouine, on dessine, on parle avec les mains, on se débrouille pour se faire comprendre et pour comprendre. Donc ça a été assez rapide finalement. Au bout d'un mois et demi, 2 mois, j'ai vraiment noté de gros progrès. Le fait d'être tout le temps sollicité, de tout le temps devoir être concentré parce qu'on parle tout le temps anglais, ça aide énormément. Donc au bout de 2 mois, je réfléchissais plus à faire de belles phrases, à utiliser les bons temps, à utiliser les bons mots. Ça venait et j'arrivais à me faire comprendre. Je comprenais les gens. Donc la première étape de la communication était plutôt pas mal. Après, il y a une petite phase de stagnation et puis au bout de 4 mois, j'ai nouveau noté une grosse phase de progression. Et donc voilà, à la fin de mon année au Danemark, j'étais pas bilingue, loin de là, parce qu'on était quand même une grosse colonie française, donc on parlait encore beaucoup français. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis parti en Nouvelle-Zélande. C'était pour être vraiment immergé dans un pays anglophone, entendre que de l'anglais et du coup être un peu avec moins de français. Partant à l'autre bout du monde, effectivement, j'ai rencontré moins de français et j'ai dû parler beaucoup plus anglais. Et à la fin de ce semestre-là, effectivement, c'était un peu plus, mon niveau avait progressé. J'avais progressé. Donc ça, c'était une des premières appréhensions. Après, il y avait une deuxième appréhension, c'est un peu le coût. Question financière qui se pose quand même. C'est pas, ça reste un gros projet de partir 1 an à l'étranger. Moi, j'avais la chance d'être boursier, mais au-delà de ça, il y a pas mal de bourses et d'aides qui existent. Notamment, il y avait la bourse Erasmus,
il y avait une bourse du Conseil général d'Alsace, il me semble. Après, il y a des bourses de mobilité, il y a enfin voilà, il y a pas mal d'aides. Faut se renseigner. Et au-delà de ça, maintenant, ce qui est possible de faire, c'est les sites de crowdfunding. Donc, c'est présenter un projet et c'est sur le système de donation. On présente un projet sur ce site et les gens vont participer au financement de ce projet. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Puis après, au-delà de ça, le coût de la vie, il n'est pas forcément. Enfin, partir à l'étranger, c'est pas forcément plus cher que de rester en France, parce que dans tous les cas, l'hébergement, le transport et la nourriture, qu'on soit en France, en Nouvelle-Zélande, au Danemark ou au Sénégal, il faut de toute façon la payer. Après, effectivement, par rapport au niveau de vie de chaque pays, ça varie un peu. Mais dans l'idée, il y a juste le billet d'avion qui coûte un peu plus cher et peut-être une ou deux assurances. Mais en soi, la question du coût ne doit pas être un frein, loin de là. Je pense qu'actuellement, il y a pas mal de parades possibles à réaliser pour s'en sortir. Ensuite, par rapport à la barrière de la langue, il y a aussi le côté de l'intégration. Effectivement, on arrive dans un pays, on connaît personne, on connaît pas la culture du pays, on débarque, on est complètement perdu. Alors, effectivement, au début, on est un peu déboussolé, mais que ce soit au Danemark, en Nouvelle-Zélande ou ici au Sénégal, j'ai toujours été pris en charge par les structures d'accueil, que ce soit les universités ou les assos ONG. Donc on vous lâche pas dans la liberté et puis débrouillez-vous. Il y a vraiment un suivi de la part des encadrants. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis après, pour s'intégrer à la culture, j'ai pas eu de soucis, notamment grâce au biais. Donc je me suis bien intégré par le biais du sport. Que ce soit au Danemark ou en Nouvelle-Zélande, je jouais dans les équipes universitaires de foot. Donc ça aide énormément à rencontrer du monde, à parler, à échanger. Après, les universités organisent énormément d'événements pour les étudiants internationaux, notamment au Danemark où ils ont l'habitude de récupérer beaucoup d'internationaux. Et c'est pareil en Nouvelle-Zélande, on était nouveau avec ce système de tutorat où on avait un étudiant qui était déjà en place, qui récupérait un étudiant arrivant pour lui expliquer un peu comment se passe la vie, où aller faire ses courses, quelles activités faire le soir, comment s'intégrer au mieux dans cette nouvelle culture, cette nouvelle ville, cette nouvel environnement. Donc voilà, ça c'est un peu les côtés, les points qui m'ont freiné un peu au début. S'il y en a d'autres, on pourra le voir dans les questions tout à l'heure. Et en ce qui concerne mon retour d'expérience, donc là on va parler un peu plus de tout ce qui est positif et donner envie, ou essayer de donner envie aux étudiants de partir, parce que c'est quand même là le but de cette conférence. Avec le recul que j'ai sur mon parcours, je pense qu'il s'agit vraiment d'expériences qui sont vraiment incroyables à vivre. On gagne en maturité, en ouverture d'esprit. Notre vision du monde change. En fait, on apprend à vivre différemment, notamment quand on part dans des pays en développement. On arrive à se faire notre propre opinion des choses et on a davantage de recul, que ce soit sur certains événements, enfin voilà. Par rapport au CV, je pense que c'est une très très bonne chose. Ça montre qu'on est capable de se débrouiller seul, qu'on est capable de s'adapter et de s'intégrer dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Et quand en plus de ça, vous ajoutez une langue, l'apprentissage d'une langue, je pense que c'est ultra important quand à l'heure actuelle on nous demande de plus en plus d'être mobile, de savoir de plus en plus de choses et de pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. Je pense qu'une expérience à l'international répond à cette demande.
Donc voilà, donc oui, pour un peu conclure cette présentation, j'aimerais vraiment inciter et inspirer l'ensemble des étudiants qui souhaitent partir à l'international. Euh, Allez-y, parce qu'il s'agit vraiment d'expériences qui sont vraiment hors normes, qui vous feront grandir et vous pourrez en apprendre énormément et sur vous et sur les autres et de manière générale sur la vie. Donc voilà, merci de votre attention et si vous avez des questions. Donc, merci. Donc, on a eu les questions des... Donc, on va te poser les questions si tu es prêt. Quel est le pays que tu as préféré et pourquoi? Quel est le pays que j'ai préféré? Alors, j'ai aimé chaque pays. En fait, c'est pas vraiment les pays, c'est plus les expériences. L'expérience au Danemark était absolument formidable dans le sens où j'ai rencontré énormément d'internationaux. J'ai travaillé avec des Chinois, avec des Lituaniens, avec des Espagnols, avec des Néo-Zélandais, avec des Américains. Enfin, vraiment, c'était vraiment avec des gens du monde entier. Le pays est sympa à découvrir, mais très plat. Moi qui aime les montagnes du coup, c'était pas forcément pour le pays, mais c'était plus pour l'ambiance. Je pense que la Nouvelle-Zélande reste mon coup de cœur sur l'ensemble de ces destinations parce qu'il y avait vraiment tout. Il y avait une ambiance universitaire qui était vraiment bien. Il y avait des montagnes, des volcans, la mer. Enfin, la Nouvelle-Zélande, ouais, j'ai toujours du mal à mettre un mot dessus tellement c'était incroyable. C'était vraiment une expérience qui m'a marqué, qui m'a vraiment fortement marqué. Après, le Canada était aussi intéressant. C'était plus de la découverte donc des villes, des grands espaces, du côté oui, grande ville nord-américaine. Donc, des fois, on avait l'impression d'être dans un film parce qu'effectivement, on le voit pas du tout chez nous, quoi. Ces grands buildings, ces grandes avenues. La Réunion rejoignait un peu la Nouvelle-Zélande. Et, euh, et donc non, chaque expérience était enrichissante différemment. Et en termes de pays, paysage, ouais, ça reste la Nouvelle-Zélande. On a souvent l'impression que ce n'est jamais le bon moment pour partir, parce que peut-être y a-t-il une période scolaire, licence ou master, où cela ce serait plus propice ou plus facile de partir à l'étranger. Alors ça, ouais, ça dépend dans quel cursus en fait on part. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ce partenariat au niveau licence, donc à Bac+3. J'ai eu la chance d'avoir le partenariat entre l'Université de Strasbourg et l'Université au Danemark. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant à ce moment-là, bon, parce que déjà je terminais ce projet de fin d'études où je connaissais en partie l'université, qu'après 2 ans d'études en France, ça pouvait être intéressant d'enchaîner sur une troisième et normalement dernière année d'études. Donc pour moi, c'était un peu le dernier moment pour le faire. Donc ce partenariat-là était intéressant. Après, dans pas mal de cursus ingénieurs, on nous demande d'avoir une expérience soit d'1 an à l'étranger ou une expérience de stage à l'étranger, donc qui se fait soit sur l'année Bac+3, Bac+4 ou Bac+5. Après, il n'y a pas forcément enfin pour moi, à partir du moment où on est engagé dans ce cursus, il n'y a pas forcément de période plus propice que d'autres. Par contre, si vous voulez partir à l'international, dans une université internationale, sans avoir de lien avec la France, je pense pas qu'il y ait une période propice, mais il faut juste faire attention à ce que le diplôme préparé à l'international soit reconnu au retour en France. Parce que si vous vous lancez dans un cursus ingénieur dans un pays international, vous récupérez un diplôme d'ingénieur. Faut vraiment, normalement il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'il
correspondent en France, de telle manière que si vous voulez revenir en France après ce diplôme, vous soyez reconnu. D'accord, alors prochaine question. Si tu devais refaire ton cursus, tu le referais exactement pareil? C'est la question piège. Ça rejoint un peu une autre question que j'ai eue plus tôt dans la journée, c'est d'avoir la question des regrets. Est-ce que j'ai eu des regrets en partant sur l'international? Donc non, il y a aucun regret de ce côté-là. C'est un cursus, j'ai appris énormément de choses, que ce soit au niveau universitaire, au niveau professionnel ou au niveau donc, personnel. Par contre, je le referai différemment. Enfin bon, encore que non, pas spécialement, puisque ce qui est un peu compliqué, c'est sortir à bac+5. Quand on rentre en études, on nous dit bah, le marché du travail dans ce domaine-là, il fonctionne très bien, donc on est garanti d'avoir du travail à la sortie, sauf que 5 ans après, bah, la donne est plus la même. Donc effectivement, il y aurait la question de se poser, ah ben mince, je me suis planté, j'aurais peut-être dû faire autre chose. Mais sauf que le marché évolue tellement que c'est compliqué de réfléchir comme ça. Donc non, si c'était à refaire, je le referai de la même façon. En tout cas, sur l'international, il n'y a aucun regret. Et enfin, la dernière question, des astuces pour trouver des entreprises d'accueil, parce que c'est souvent un grand frein quand on a envie de partir et on a du mal à trouver vers qui s'adresser. Alors moi, je suis toujours passé par des assos. Donc effectivement, là, c'est un peu compliqué à répondre à cette question. Pour partir à Montréal, j'étais sur le site de la ville et j'ai répertorié toutes les associations qui travaillaient en rapport avec ce que je voulais faire. Pour partir après à l'international, donc ça c'était là maintenant je suis au Sénégal, mais effectivement je cherchais aussi sur l'international. Donc il y avait je cherchais à la base un VIE, donc un volontariat international en entreprise. Je pense que c'est ce qui peut intéresser la personne qui pose cette question. Donc c'est des contrats d'1 an qui en général débouchent sur une embauche derrière. Des fois pas forcément, mais en général c'est plutôt pas mal et en tout cas c'est bien valorisable sur un CV. Et ça, on a le site CiviWeb, donc CIVIWEB, qui répertorie l'ensemble des offres de VIE. Après, il doit y avoir des sites oui, qui répertorient les entreprises, mais le plus simple, c'est chercher sur Internet par rapport au domaine, par rapport à l'endroit où vous voulez aller. Et puis après, il faut avoir la chance qu'ils embauchent, qu'ils soient intéressés par quelqu'un, par un Français ou un étranger, peu importe. Très bien, eh bien, les questions sont terminées. On te remercie d'avoir bien voulu accepter de témoigner, de faire part de ton expérience. Et nous remercions également tous les spectateurs qui ont accepté de regarder notre webconférence. Et on espère vraiment que ça a pu vous aider en matière d'information, mais aussi on a pu répondre à peu près à toutes vos questions. Et on vous souhaite une excellente soirée et un grand merci.